Ah, on a beaucoup parlé de moi. À tort et à travers. On dit tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et ça fait 135 ans que ça dure. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour rétablir la vérité. Ma vérité. Asseyez-vous et plongez-vous dans ma vie. La vraie vie de Vincent Van Gogh. Entre mythes et réalités, Anatomie d'une vie sujette à des milliers d'interprétations. Laissez-nous vous raconter la vraie vie de Vincent Van Gogh. Avec la voix et la participation de Wouter van der Veen, spécialiste de la vie et de l'œuvre de Vincent Van Gogh, un podcast signé Mathias Gaborio, Jessie Dillier-Gros, Tony Carandante et Eugène Duval. Il a grandi dans un milieu lettré, un milieu très très cultivé et très favorisé. Là aussi, on a affaire à une vision un peu tronquée qui a surtout été développée durant le XXe siècle, quand Vincent Van Gogh est devenu connu auprès du grand public, des masses. On l'a présenté comme quelqu'un qui avait des origines modestes et qui au final travaillait beaucoup à l'instinct. Sans doute pour le rapprocher un petit peu de son public. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, c'est un fils de pasteur qui vivait dans une maison avec de nombreuses pièces, avec un cocher, avec un jardinier, avec une bonne, avec un cuisinier, une cuisinière. Il était dans des conditions tout à fait favorisées. Et à l'âge de 16 ans, il parle 4 langues couramment. Il a été formé en grande partie à la maison. Il a aussi été en pension, hein. Mais déjà très jeune, il y a une gouvernante à la maison qui parle en plusieurs langues pour pouvoir favoriser vraiment cette éducation bourgeoise. En plus, il vient d'une famille non seulement de pasteurs, mais les frères de son père, ses oncles, et il en avait beaucoup, son père venait d'une famille de 11 enfants, deux de ses oncles qui sont marchands d'art, et des marchands d'art très influents. À 16 ans, quand il parle ces 4 langues, son premier métier, par népotisme au sens premier du terme, il va rentrer dans l'entreprise d'un de ses oncles, qui est un marchand d'art très connu. Et donc, ce garçon qui parle 4 langues, qui est très éduqué, se nourrit pendant 7 ans, parce qu'il va quitter cet emploi-là à 23 ans, mais pendant 7 ans, tous les jours, il voit les gravures et les tableaux les plus connus de son temps. Et il adore ça. Donc ça, c'est non seulement il a l'éducation, mais en plus il a le goût. Donc ça lui plaît ce qui lui arrive. Et il absorbe toute cette matière. Il s'en fait un catalogue interne incroyable. Il a une mémoire. Il est très doué. D'autres gens auraient pu faire le même parcours et n'en auraient pas tiré la même chose. Lui, il se trouve qu'il a une mémoire phénoménale. Et donc, ce qui fait que même 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il arrive à citer par cœur des tableaux qu'il a vus dans sa jeunesse. Donc on a quelqu'un qui, avant même de songer à devenir artiste, a tous les ingrédients pour pouvoir exercer ce métier. Tous les ingrédients, à l'exception d'un seul, qui est l'un, si ce n'est le plus important de tous, la technique. Van Gogh a été très vite sensibilisé à l'art. Cela lui a permis de développer une vision, mais personne ne lui a appris à l'exploiter. Il prend bien quelques cours à droite à gauche pour se former, mais la majorité des progrès qu'il fait passent par l'apprentissage, en autodidacte. Cela l'amène à utiliser des pinceaux inadaptés, des couleurs trop vives, mais c'est justement ce qui fait le sel de sa peinture, c'est ce qui fait sa singularité, et c'est ce qui va devenir le style Vincent Van Gogh. C'est une peinture qui est absolument personnelle. Et c'est pas un hasard, c'est vraiment quelque chose qu'il a cherché. Il aime beaucoup ce qu'il avait lu chez Zola, de dire l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. L'art, c'est un coin de nature vu à travers un tempérament. C'est peut-être encore plus précis. Donc son tempérament, sa personnalité, il faut qu'elle soit visible dans l'art. Et lui, il se sent un ouvrier, il se sent quelqu'un de plutôt grossier, et il pense que cette grossièreté, elle doit s'exprimer finement dans les œuvres. En 1886, Van Gogh rejoint son frère à Paris, terre d'immigration artistique, traversé à ce moment-là par un célèbre courant, l'impressionnisme. Là-bas, il peint les immeubles parisiens, métamorphosés après le passage du baron Haussmann. Et pour l'exposition de ces tableaux, on peut difficilement faire mieux. Son petit frère, Théo, est le gérant d'une galerie d'art. Il faut vous imaginer la galerie d'art la plus en vue, la plus connue, la plus grande, la plus riche. Et dans cette galerie-là, vous avez une succursale, un département qui s'adresse vraiment à l'avant-garde. Eh bien, ça, c'est la position de Theo Van Gogh. Donc, Theo Van Gogh, il gère à Paris, qui est la capitale culturelle de la planète, la succursale moderne de la galerie la plus importante. Autrement dit, le grand frère, il vient quand même dans des conditions assez privilégiées.
Parce que tous les artistes d'avant-garde, et là, je répète donc, mais Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Paul Gauguin, même Pissarro, quand ils voulaient vendre leurs tableaux, il fallait qu'ils passent par Théo. C'était l'endroit où ils avaient le plus de chances de vendre. Et gagner les faveurs de Théo, c'était important, c'était se donner les chances de la réussite. Et donc, à partir du moment où Vincent est là, ces gens-là, qui naturellement sont attirés par Théo, rencontrent Vincent sur leur chemin. Donc, il était comme tant d'autres peintres, hein, mais voilà, il était dans une position quand même sacrément privilégiée. À l'époque, la subvention publique n'existe pas. Les artistes qui peignent, c'est pour gagner de l'argent. Il n'y a aucune autre raison. Il ne peint pas pour l'art, il ne peint pas pour être dans un musée, il ne peint pas pour nous faire plaisir, il ne peint pas parce qu'il a tellement de messages à passer à l'humanité. Pas du tout. Il peint des tableaux parce qu'il y a un marché pour ça et qu'il veut les vendre. Et lui-même est marchand d'art de formation, hein, donc il sait très bien ce qu'il fait. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi aussi bien que lui d'ailleurs dans cette optique. À Paris, Vincent van Gogh multiplie les rencontres. Il est entouré d'artistes, mais les liens d'amitié ont du mal à se tisser. Il faut dire que le peintre néerlandais a un tempérament extrêmement complexe. Il était incapable de composer avec les gens. Lui, c'était tout ou rien, blanc ou noir. Et les gens qui ont ce caractère bien trempé, forcément, ils ont du mal à se faire des amis. Ils sont plus d'ennemis que d'amis, hein, quelque part. Alors, ennemis, peut-être pas tant que ça. Des gens qui le détestaient vraiment, il n'y en avait pas, parce que ça le laissait indifférent. C'était pas quelqu'un de conflictuel. Mais par contre, il avait des prises de position très fortes, était très intransigeant. Donc oui, il y avait pas mal de gens qui ne l'aimaient pas ou qui pouvaient pas le saquer. Ce qui se comprend, hein. Quand on lit ses lettres et quand on s'intéresse à sa vie, on se dit, mon Dieu, ça fait 25 ans que je consacre mes recherches à ce type-là, mais je pense que je tiendrai pas 24 heures avec lui, parce que il rend tout le monde dingue, quoi. Tellement dingue qu'il s'exporte dans le sud de la France, à Arles, où il espère s'offrir une bouffée d'air frais. Là-bas, Vincent van Gogh est comme un poisson dans l'eau. C'est ici qu'il atteindra l'apogée de son art. Là, il enchaîne les chefs-d'œuvre à une vitesse inouïe. Il est au sommet de son art. Il dit d'ailleurs qu'il boit beaucoup, qu'il fume beaucoup, donc beaucoup de café, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac. Il dort très peu. Il est survolté, hein, véritablement. Il dira plus tard, j'ai dû me monter le cou un petit peu pour atteindre la haute note jaune que j'ai atteinte à Arles. Et c'est vrai, on le constate dans son œuvre. Là, il y a une apogée qui est assez incroyable. Et ce succès a un prix. Et il est très élevé. Il coûte à Vincent van Gogh sa santé mentale. Dans une crise de folie la plus terrible qu'il n'ait jamais connue, il commet l'irréparable et il se tranche l'oreille. Personne n'était réellement là au moment où l'oreille a été sectionnée, sauf Vincent Van Gogh lui-même. Ça s'est passé vraisemblablement dans sa maison jaune, la maison qu'il avait louée, et après une dispute avec Paul Gauguin. Donc Paul Gauguin était venu le rejoindre, ils avaient vécu ensemble pendant 2 mois, et puis Paul Gauguin avait annoncé qu'il allait repartir, parce qu'il n'en pouvait plus de Vincent Van Gogh, ça marchait pas du tout, et ça mettait une énorme pression à Van Gogh, qui apparemment, dans une crise d'ivresse, a jeté un verre d'absinthe au visage de Gauguin, s'est levé, les deux hommes se sont brouillés. Gauguin a écrit plus tard qu'il avait été inquiet de l'attitude de Vincent, qui il se sentait pas d'aller dormir dans la même maison que lui. Donc il est allé à l'hôtel. Et tout ce qu'on sait, c'est que le lendemain, les gendarmes sont allés chercher Vincent Van Gogh dans son lit où il avait perdu énormément de sang, il était inconscient, et où ils ont appris que en fait, il s'était tranché un morceau d'oreille qu'il avait apporté ou fait apporter, là les versions divergent, à une jeune prostituée qui était dans un des bordels, qui travaillait dans une maison de tolérance, comme on dit, à quelques centaines de mètres de sa maison. Pourquoi, comment Il y a une des histoires qui dit, oui, la jeune fille, il avait ses habitudes chez elle, et elle se moquait de lui en disant, ouais, tu m'apportes jamais rien, tu me laisses jamais rien, et que voilà, sa réaction serait été, bon, écoute, voilà, là, je vais t'apporter quelque chose, garde-le en souvenir de moi, et voilà, elle est tombée dans les pommes, bon. Et plus tard, il est allé présenter ses excuses. Donc on sait que cette anecdote, elle est réelle. Enfin, lui, ce qu'il dit, c'est je suis allé présenter mes excuses à cette fille que je suis allé voir dans mon égarement. Donc il sait qu'il y a eu quelque chose, mais il écrit aussi qu'il ne se souvient pas exactement quoi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins un grand morceau de son oreille qui a été sectionné et qu'on n'a jamais retrouvé. C'est involontaire, hein, bien sûr. Il ne faut pas lui prêter l'intention d'avoir fait ça pour être connu. Mais c'est diablement efficace, hein, en termes de marketing. C'est sûr que l'homme à l'oreille coupée. Et ensuite, il a fait 2 autoportraits incroyables où il regarde sa folie en face. Il a l'oreille bandée. Il faut le faire, quoi. Enfin, quelques semaines après cet acte-là, ou même 2 semaines après un acte pareil, de réaliser son autoportrait, c'est l'acte d'automutilation le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Vincent van Gogh sait qu'il va mal, et dans un instant de lucidité, il décide, en mai 89, de se faire interner à la maison de santé de Saint-Rémy de Provence.
Il reste 1 an dans ce que l'on peut qualifier d'asile psychiatrique, mais cela ne l'a pas éloigné de la peinture, au contraire même. Parmi les tableaux qu'il peint là-bas, La Nuit étoilée, devenue l'une de ses œuvres les plus emblématiques. Mais cet exutoire ne suffit plus. Les crises se multiplient et sont de plus en plus rapprochées. Le peintre néerlandais essaie, à 4 reprises, de mettre fin à ses jours, en vain. Au mois de mai 1890, il décide de remonter vers le nord, de rejoindre son frère pendant 3 jours à Paris. Mais là, il voit que Paris, en fait, non, c'est toujours trop agité pour lui. Et là, il gagne le petit village d'Auvers-sur-Oise, qui est à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. Dans ce petit village, Vincent van Gogh peint ses ultimes tableaux. Le 27 juillet 1890, l'instabilité mentale l'emporte. Il se tire une balle de revolver dans la poitrine et succombe de ses blessures 2 jours plus tard, aux côtés de son frère Théo. Une vie ordinaire et une postérité extraordinaire. Dans l'imaginaire collectif, la mort de Van Gogh signe le début de sa renommée. Cela fait partie des 1001 mythes qui ont façonné la légende du peintre néerlandais. Mais cela n'est pas tout à fait exact. La fin du XIXe siècle, l'époque de Van Gogh est une époque à laquelle la notoriété ne se mesure pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se dit, tiens, voilà, en fait, il y avait un déficit de notoriété, puisque aujourd'hui, on a chaque année 10 millions de personnes dans le monde qui se déplacent pour vivre du Van Gogh, que ce soit dans des films, dans des projets immersifs, dans des musées, peu importe, les gens se déplacent. Et on se dit, comme injuste que ce type de son vivant, il n'a pas profité de cette notoriété, il ne l'a pas connu. Et ça, c'est tout simplement oublier qu'au XIXe siècle, ce phénomène-là, de déplacement des masses n'existe pas. Les masses sont occupées à ramasser des pommes de terre ou à travailler à l'usine et à survivre, mais n'ont pas le loisir d'aller dans des grandes villes pour aller se gaver d'art. Ça, c'est vraiment une partie assez réduite du public qui peut le faire, des gens qui ont les moyens. Donc le phénomène de succès populaire, lui, il n'existe tout simplement pas, donc il ne l'a pas eu, mais c'est normal. À l'époque, la couleur ne voyage pas. Pour la couleur, il faut aller la voir. Si vous voulez voir quelque chose en couleur, un tableau, un dessin, il faut vous déplacer. Elle ne viendra pas à vous. Donc la notoriété d'un artiste dont la signature première, c'est sa maîtrise de la couleur, va prendre le temps que ces couleurs fassent le tour du monde avant qu'on les voit. Et donc là, ça voyage à cheval. C'est un tableau, du coup, qui va soit dans un train, soit effectivement dans une diligence, ou qui peut aller quelque part, qui peut être vu par une petite partie du public. Et puis là, il y a des critiques d'art qui vont écrire sur la question, et petit à petit, cette notoriété peut s'installer. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a peint les tableaux les plus importants, ceux qui ont fait vraiment sa renommée durant les 3-4 dernières années de sa vie, n'a pas eu le temps, physiquement, d'accéder à la notoriété qu'il aurait, selon nous, mérité. 2 événements décisifs hisseront Van Gogh au sommet de l'histoire de l'art. Il y a 1905, une rétrospective à Amsterdam, organisée par la veuve de Théo, c'est-à-dire la belle-sœur de Vincent. À une époque où personne ne croit qu'une femme peut faire autre chose que des enfants et du thé, elle se bat comme une lionne pour promouvoir l'œuvre de Vincent. Et en 1905, donc, elle loue le musée municipal d'Amsterdam et elle organise une rétrospective de ses œuvres, 400 tableaux de Van Gogh, ce qui est la plus grande expo jamais organisée, parce qu'après l'œuvre s'est dispersée, en grande partie en tout cas. Ça, c'était un événement qui a vraiment marqué l'époque et qui l'a mis définitivement parmi les plus grands. Et la deuxième date, c'est 1937. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique en France, on a l'exposition universelle. Trocadéro, devant la Tour Eiffel, il y a le pavillon soviétique qui fait face au pavillon nazi. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose d'incroyable. Et on a effectivement ces masses laborieuses, la masse des gens, à qui on veut montrer une rétrospective de l'art français. Alors pour montrer l'art français, c'est pas difficile, de l'art en France, il y en a beaucoup, et la moitié du palais de Tokyo, c'était l'art français. Et dans l'autre aile du palais de Tokyo, un courageux conservateur a décidé, ok, il n'est pas français, mais toute son œuvre a été faite en France, et je vais faire une rétrospective Van Gogh. Et là, il met Van Gogh, non seulement cet apatride, il l'implante en France complètement, et il le confronte à un public qui n'est pas un public qui vient au musée, c'est un public qui vient à une exposition universelle. Donc eux, ils vont voir comment fonctionne l'électricité, le dernier tramway novateur, comment on fait la guerre aussi, enfin voilà, tout ce qui était digne d'intérêt était présenté, mais c'est un public qui ne vient pas spécifiquement pour l'art, donc il faut lui expliquer. Et ce que fait ce courageux conservateur René Huyghe, il va mettre des textes sur les murs. Et que pour la première fois, il va expliquer sur les murs ce qu'il y a dans les œuvres. Alors qu'avant, quand on allait dans une exposition ou dans un musée, on était censé connaître les œuvres à l'avance, censé avoir déjà une forme d'érudition, et si on avait un catalogue, c'était les textes qu'on lisait, et voilà, ok, oui, ça c'était l'œuvre, etc.
Alors que là, ben non, on a un public qui est un petit peu moins cultivé, donc il faut lui expliquer. Et là, c'est des textes sur les murs, c'est des cartels, c'est une salle documentaire où on montre son extrait de naissance, où on montre des photos. Et ça, c'est totalement révolutionnaire. Donc c'est à travers une exposition consacrée à Van Gogh que s'invente la muséographie moderne. Ça se passe en France, ça se passe avec Van Gogh, et évidemment, ça le place définitivement parmi les très 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 grands peintres. Et au même titre que les très grands peintres, Van Gogh et ses œuvres font l'objet de milliers d'interprétations différentes. On a affaire à quelqu'un dont l'étude nécessite des connaissances encyclopédiques. Vincent Van Gogh, il cite 3000 ans d'histoire de la littérature, des milliers d'œuvres qu'il a vues, des gravures, des tableaux, etc. Il vit dans 4 pays, il parle 4 langues. Sa correspondance est 1 million de mots. Donc, quand on a un corpus aussi vaste, il se passe la même chose qu'avec la Bible. Vous avez n'importe qui a un agenda, qui a une idée préconçue, qui va piocher là-dedans ce qui arrange son discours à lui, son narratif à lui, et c'est ça qui va balancer. Et c'est ça qui va conditionner l'image de cette personne. Avant la Première Guerre mondiale, le héros, c'était un général, il était sur un cheval, il avait le sabre au clair, et c'est lui qu'on considérait comme les héros. Après la Première Guerre mondiale, quand ces généraux, avec leurs beaux uniformes, ont envoyé des poilus crever au front par centaines de milliers, évidemment, ça devient invendable. Et la société change fondamentalement. Et donc, après la Première Guerre mondiale, c'est le peuple le héros. Et donc, il faut des héros populaires. Et à cette époque-là, les surréalistes, mais aussi beaucoup d'autres, les communistes, les fascistes également, enfin, toutes ces tendances un peu extrêmes dans leur genre et dans leurs particulières obédiences, vont aller chercher des gens dans le passé et vont réécrire leur histoire. C'est comme ça qu'on fait de Van Gogh un héros populaire. Parce qu'il faut le mettre dans le rang du peuple. Il n'en est pas issu. Ça l'a ému de voir des paysans et des ouvriers, mais en dehors de ça, voilà. Mais c'est cette dynamique-là entre autres, qui crée ça. C'est l'époque. Mais on n'a pas les mêmes présupposés sur Van Gogh dans les années 20 qu'on a dans les années 40 et qu'on a dans les années 60 et qu'on a dans les années 80. Voilà, chaque époque va réécrire l'histoire à sa sauce. Le puzzle Van Gogh, il est infini. Quand on s'intéresse à quelque chose qui s'est passé il y a 130, 135 ans, on n'avance que en explorant, en essayant de coller ensemble des fragments. Et entre les fragments, il y a toujours des interstices qu'on peut explorer et qui expliquent toujours mieux l'ensemble. Donc oui, il y a énormément de choses à explorer. Il faut être modeste par rapport à l'histoire. Il faut de l'humilité. On aborde quelque chose qui, par essence, ne sont que des échos. Et on n'aura jamais tout. Donc oui, il reste plein de choses. Et je ne doute pas qu'il reste quelques œuvres dans la nature, qui tôt ou tard seront trouvées ou pas. Donc là, ça sera de nouvelles pièces au puzzle. Et on avance aussi beaucoup, je participe à faire avancer ça aussi, aux côtés Van Gogh, acteur de sa vie. Et non pas victime de sa vie, et non pas victime des circonstances. Quelqu'un qui a fait beaucoup de choix, et des bons choix, qui a été rattrapé par la maladie, ce qui peut arriver à tout le monde, quelque part. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est pris la vie dans la gueule. Au contraire, il en a mis plein la gueule à la vie.